Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Dragon Ball Kakumei chapitre 20. Et les amis, c'est le retour du poulet, je me suis régalé. Mais oui, c'est magnifique. Bravo à Darkoz, auteur de Dragon Ball Kakumei. Bien évidemment, bravo à Poisson Labo, l'incroyable dessinateur qui nous régale toujours autant avec ce magnifique dessin qu'il a, ce trait incroyable. On voit la patte, la signature du dessinateur Poisson Labo, parce qu'il a son propre style. Tu vois que c'est différent quand même de Toriyama et de Toyotaro, mais que c'est quand même lui, c'est quand même Poisson Labo, tu as sa petite signature, donc tu le reconnais parmi les dessins des autres. Donc il a son propre style, et évidemment merci à Rinko qui a aussi assisté au niveau du scénario. Donc par rapport à ce chapitre 20, j'ai surkiffé. Déjà, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un excellent poulet de Dragon Ball Kakumei. Donc là, il nous donne un véritable poulet. On se régale. C'est très bon. Bon, déjà, ça commence avec Sagala qui est en train d'essayer de kidnapper Bulma, comme lui a demandé Amaron. Et c'est incroyable parce que tu ressens cette tension, tu sens cette surpuissance démoniaque de Sagala. Tu le regardes, tu vois son côté démoniaque, son regard qui fait peur. Et tu te dis que nos amis, Kiabe et Caulifla, et même l'amiral qui avait déjà été pris dans l'illusion de Sagala, ils sont complètement dépourvus de tout. Ils sont incapables de gérer la situation. Et on se dit que c'est vraiment foutu. Là, on a Kiabe qui tire une balle très stylée. Les planches sont incroyables, très très belles. Qui tire une balle comme ça, en plein sur le front. L'illusion du phénix, donc j'étais en live, il y avait carrément des gens qui disaient l'illusion du phénix, comme ça tape en plein sur le front de Sagala, et au final ça le transperce, il n'arrive pas à toucher ce démon, et tu sens vraiment qu'ils sont dans un état critique, ils sont dans une situation critique où c'est très difficile de gérer ce démon, parce qu'il a des capacités spéciales, et d'ailleurs il va le dire lui-même dans ce chapitre, c'est le plus grand magicien de l'univers 14. Et on sent déjà qu'il a ce côté intangible. Vous savez, à un moment donné, on voit se mouvoir avec ses bras qui se transforment en forme de gaz. Finalement, ça ressemble à de la fumée. Et tu sens que lui, il y a un côté tangible, intangible, qui fait que c'est déjà difficile de le toucher. Tu vois ? Donc rien que ça déjà, tu sens qu'au niveau de ta force physique, même si tu es très fort, même si tu tires bien tes balles, qui parviennent à toucher ton adversaire, comme il arrive à être avec cet effet de fumée, il passe au travers, tu sais pas vraiment s'il est là ou s'il n'est pas vraiment là, ça va être très compliqué de le battre. Surtout aussi que tu vois qu'il a une grande force incroyable. À un moment donné, Kiabe et Caulifla qui étaient énervés, ils étaient en SSJ2, ils ont essayé de le frapper en même temps par derrière, il les a vus venir et il lui a mis un gros coup comme ça, des deux revers de poing, boum, dégagé. Tu dis, ah ouais, d'accord, le mec est super balèze. Très classe, tu sens la tension, ça va être très compliqué de le battre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a Pépino qui débarque, donc Métis Saiyan et Tsufour, qui finalement se sert plus de sa technologie que de son côté Saiyan. Et tu sentais que lui déjà, il n'était pas de taille. À peine arrivé, il se fait transpercer par la boule d'énergie de Sagala, trou béant au niveau de son torse, le mec tombe raide par terre, tu te dis ah ouais d'accord c'est foutu, mais on se doutait bien qu'il aurait un rôle à jouer. Et finalement il s'auto-régénère. Tu sens qu'il a un côté cybernétique derrière. Tu sens que le gars est capable de faire des choses malgré sa faiblesse physique. Tu sens que la technologie aura un rôle à jouer par rapport à lui parce qu'il est sous four à moitié. Et en même temps, tu sens qu'il a un côté Saiyan qui peut l'aider parce qu'il a un Zenkai. Bon, j'ai l'impression que le côté Zenkai ne va pas servir à grand chose parce qu'en général, les Saiyans de leur planète sont faibles. On a vu déjà que Vegeta de base en forme normale arrive à battre tout le monde. Lui, c'est un métis Tsufour Saiyan. Donc du coup, il est encore plus faible que les Saiyans des habitants des locaux de là-bas. Donc tu vois déjà que Caulifla et Kiabe sont plus puissants que tous les autres. Donc tu vois vraiment qu'il y a un fossé qui sépare Pépino des autres. Et tu sens que seule la technologie finalement pourra l'aider à combattre Sagala. Et tu sens que c'est parti, il commence à faire apparaître un bouclier bionique. Tu te dis, waouh, ça y est, il utilise des technologies, il utilise des hologrammes. Et finalement, tu as ce conflit entre magie et technologie. Parce
que finalement la technologie, dès qu'elle est bien faite, c'est plus ou moins des illusions, c'est plus ou moins de la magie. Donc tu as ce fameux combat technologie versus magie. Mais bon, moi j'ai bien l'impression que Sagala, là il le dit clairement, il n'est pas là pour tuer tout le monde, et même j'ai l'impression qu'il est là aussi pour s'amuser. Parce qu'on voit aussi qu'Amaron, finalement il s'amuse avec Vegeta. Il le scanne, il le provoque, il ne va pas non plus à fond, j'ai l'impression. Et là, j'ai cette impression que chez Sagala, c'est un peu pareil. Il est là un peu pour s'amuser, même Doula, hein. Tu sens qu'il s'amuse un peu avec Broly, mais que ça a un peu dérivé. Il a fait « Oh putain, oh Broly, là, il a perdu le contrôle, je vais rien pouvoir faire, il est trop puissant. » Mais tu sens que là, Sagala aussi, il a l'air plus ou moins de s'amuser, parce que une fois que tu l'as transpercé avec ta boule d'énergie, rien ne t'empêchait d'en envoyer une deuxième. Par contre, pour Bulma, j'ai l'impression qu'il ne cherche pas à la tuer, mais plus à la capturer en vie. C'est pour ça la nuance, à un moment donné, il la regarde et il tend la main vers elle et il se dit, bon allez, vas-y viens, tu vois, tu sens qu'il ne veut pas la blesser, donc il est sous contrainte aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne fait pas exploser la zone à un moment donné, parce que tu vois qu'il est entouré d'une aura et qu'il y a des étincelles qui commencent à arriver. Il fait sauter le haut du bâtiment, mais on dirait qu'il se retient quand même, tu vois. Donc il semblerait qu'il ait des objectifs ou peut-être qu'il se retient parce qu'il y a une particularité. Peut-être qu'il manque de ki ou quelque chose comme ça. Mais moi j'ai bien l'impression que son objectif est de capturer Bulma pour la garder en vie. Il ne faut pas qu'il la blesse. Donc voilà, peut-être que c'est Amaron après qui veut en profiter. Tu sens que Amaron a un côté sadique aussi derrière. Et c'est très intéressant d'avoir des méchants qui ont leur propre personnalité. Tu vois, et moi je trouve que c'est très bien fait du point de vue des auteurs et même de la mise en scène, etc. Je trouve que on a à la fois une difficulté, on sent que il y a une tension, que les héros sont complètement dépassés, et d'un autre côté tu sens que les méchants, c'est plus ou moins justifié, ils en profitent pour s'amuser, tu vois. Et du coup ça fait qu'ils les tuent pas tout de suite, ce qui laisse finalement une petite chance à nos héros de pouvoir s'en sortir. On verra par quel moyen, mais c'est intéressant. Par contre, Pépino, le fait qu'il intervienne et qu'il ait une technologie par rapport aux tornades, par rapport au vent, je me dis que c'est peut-être ça la solution contre Sagala, parce que lui, sa capacité, c'est, on le voit, plus ou moins, il se met en mode intangible, en mode fumée. Donc on a cet effet d'état gazeux. Et finalement, pour pouvoir s'en prendre à quelqu'un de gazeux, finalement, rien de mieux que des bourrasques de vent, tu vois. Qu'est-ce qui te permet de disperser la fumée ? C'est le vent. Donc les attaques physiques sont censées être inefficaces, mais là par contre, il a développé une technologie qui semble être en capacité de pouvoir poser problème à Sagala, à mon avis. Mais après, on ne sait pas, parce que c'est le meilleur magicien de l'univers 14. Est-ce que c'est uniquement des capacités par rapport au vent, à l'état gazeux qu'il est capable de faire, ou il y a autre chose derrière? Évidemment, il nous a déjà démontré qu'il était capable de faire des illusions, donc il y a forcément quelque chose d'autre. Surtout qu'on voit aussi Doula qui est capable de créer des portails de téléportation. Lui, Sagala, tu sens qu'il en cache énormément encore sous le pied. Et d'un autre côté, je rappelle que le digne héritier est plus puissant que Sagala. Donc Amaron aussi cache des choses, c'est aussi un dieu de la destruction. Donc, on sent que les ennemis sont vraiment très puissants. Mais on rappelle aussi que Vegeta, SSJ Blue Evolution, donc est capable de se confronter à Toppo, qui était apprenti dieu de la destruction. Donc pour moi, peut-être que Amaron et Toppo étaient plus ou moins du même niveau. Donc ça coïncide que Vegeta arrive à lutter contre lui. Tu vois, parce que Dragon Ball Kakumei se base sur l'anime et pas sur le manga, je le rappelle. Mais voilà, moi j'ai très bien apprécié, j'ai été bien plongé dans cet univers de Dragon Ball Super et j'ai ressenti la tension, j'ai senti la criticité et j'ai eu peur pour Bulma. Ensuite, évidemment, c'est là que le poulet est encore meilleur, parce que là, ils y ont rajouté le sel, la sauce, tout était là. Donc, miam miam, on a Goten et Trunks qui sont parvenus à se transformer en SSJ God et à maîtriser cette transformation. Donc déjà, tu vois qu'au niveau de la silhouette, tu vois que les auteurs, le dessinateur, toute l'équipe de Kakumei ont été très minutieux au moindre détail. C'est-à-dire que même au niveau des cheveux, ils savent qu'ils se sont entraînés depuis plus de 6 mois et du coup, leurs cheveux ont dû pousser. On se rappelle que Gohan, qui est métissé, Trunks, Mirai Trunks, qui était métis, même Trunks petit,
ils ont les cheveux qui continuent à pousser, contrairement à un Goku et Vegeta qui sont de sang Saiyan pur, qui ont les cheveux qui ne poussent pas. Eux, ils ont vraiment les cheveux qui continuent de pousser. Donc, quand ils se transforment en Super Saiyan God, non seulement ils ont les cheveux rouges, qui est la caractéristique particulière du Super Saiyan God, mais ils ont bien pris le temps, la peine de nous montrer aussi qu'ils ont développé leurs cheveux. Voilà, et donc ils ont les cheveux longs. Enfin, mi-longs en fait. Pas totalement longs, puisque ça ne fait que 6 mois, mais voilà, les cheveux ont poussé. Et en plus, tu sens que leur musculature, elle a été diminuée parce que quand tu te transformes en SSJ God, ta musculature, finalement, elle est réduite. Donc, ils ont vraiment respecté, pour moi, la transformation du SSJ God. Parce que non seulement tu es sous la forme normale, donc on l'a vu avec Trunks, tu as ces fameux cheveux lisses, ils sont pas comme en SSJ 1, et en plus, tu vois que la musculature, les muscles sont réduits, et ce n'est pas les gros muscles que tu vois du SSJ2, tu vois, ou du Daisan Dankai. Non, là tu reprends les muscles à l'état d'origine où ils sont en forme normale. Ce sera dans le SSJ Blue où les muscles vont commencer à se gonfler un peu. Mais on rappelle que dans le SSJ God, ils sont censés être fins, tu vois. Il y en a d'autres qui vont dire qu'ils sont queus. Donc la question, allez, je pose une petite question juste pour rigoler. Est-ce qu'ils sont plus minces, plus secs que KB et Caulifla? Parce que eux, dans l'univers 6, là, ils sont particulièrement fins aussi. Hein. Tu sens que les muscles, c'est pas trop ça. Mais ils ont eu un gain de muscle dans cette édition de Dragon Ball Kakumei. Et finalement, est-ce que le SSJ God ne reviendrait pas avoir le même gabarit qu'eux? Je rigole évidemment, hein, c'est une petite question à la con, mais bref, ça fait super plaisir de voir Goten et Trunks évoluer, atteindre le niveau divin, parce que forcément ce sont des Saiyans, et si Goku et Vegeta ont réussi à atteindre ce stade, pourquoi pas Goten et Trunks, surtout lorsque l'enjeu est aussi important. Donc c'est logique pour moi finalement qu'ils atteignent ce niveau, et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils l'ont atteint, mais pas avec le même entraînement. Tu vois, Whis leur a imposé un entraînement différent où ils devaient contenir, se prendre cette espèce de sphère divine et de contrôler ce côté divin. Et en plus de ça, tu vois qu'ici, Whis précise qu'ils ont eu 9 Zenkai Boost. Donc ça veut dire que 9 fois ils ont frôlé la mort et que du coup ils deviennent encore plus forts après avoir survécu 9 fois. Donc franchement, ça fait super plaisir en fait d'avoir un scénario où tu n'oublies pas certains personnages. Donc c'est pour ça que moi je kiffe Dragon Ball Kakumei, c'est que là Goten et Trunks par exemple, ils ne sont pas délaissés. Et vraiment, ils sont vraiment mis en avant. Parce que là, ils sont vraiment en train de rattraper tout le retard. Et que tu sais qu'ils ont énormément de retard, mais qu'il y a quand même des astuces pour pouvoir les faire rattraper. Là, il y aura la salle de l'esprit et du temps, plus ou moins l'endroit où s'entraîne Whis. Donc tu sens carrément qu'il y a une évolution, et même au niveau physique. Donc là, ils vont entrer dans une nouvelle salle et s'entraîner 6 années entières. Ça veut dire qu'ils vont sortir avec 22 et 23 ans. Ils seront carrément ce seront plus des adultes plus ou moins. Donc on verra bien comment ils vont faire au niveau de leur physique. Parce que la contrainte par rapport à Trunks, c'est qu'il ne ressemble pas à Mirai Trunks. Donc il y aura peut-être une légère nuance d'un point de vue de son chara-design. Et par rapport à Goten, il faut qu'il ne ressemble pas à Goku. Enfin, il faut qu'il lui ressemble et en même temps qu'il ne soit pas le même, tu vois. Donc là, il y aura une certaine contrainte en plus. S'ils ont 22 ans, 23 ans, tu vois qu'au niveau du dessin, il va falloir être minutieux pour pouvoir voir la différence. Surtout qu'en plus, on sait que Goten et Trunks sont capables de fusionner. Là, il va falloir que tu dessines encore très très bien pour faire en sorte qu'on soit capable de dissocier Gogeta de Gotenks. Et on en attend beaucoup de Gotenks, parce qu'on a vu qu'ils avaient fait l'exercice de synchronisation en première étape d'entraînement. On s'attend à ce qu'un Gotenks soit beaucoup plus fort qu'avant. Mais bref, d'un autre côté, on a un Goku qui est toujours enfermé. Donc si jamais il y a une sorte de Gogeta qui arrive, on peut se dire, c'est Gotenks, puisque Goku est toujours enfermé. Le pauvre, même moi je le dis clairement, il me manque un peu Goku. Même si je sens que ça va être très compliqué de le délivrer et de le faire intégrer le scénario à l'heure actuelle, puisqu'il ne s'entraîne pas du tout. Mais en attendant, je trouve que c'est très bien d'avoir l'évolution de Goten et Trunks, qu'il n'y ait aucun personnage qui est délaissé, surtout Goten et Trunks, parce qu'on s'attache vraiment à ces gens-là. Moi, je sais que c'était des personnages que moi j'adorais particulièrement, parce que quand ils étaient petits,
bah, ça te rappelait déjà ce côté nostalgique de Goku et Vegeta, et surtout c'est le passage de flambeau, c'est l'héritage, c'est censé eux qui sont censés reprendre Goku et Vegeta, qui sont censés être les nouvelles stars à être mises en avant, avec Gohan qui a eu son moment de gloire déjà, mais pour moi c'était vraiment Goten et Trunks qui était censé devenir l'avenir de Dragon Ball. Donc Dragon Ball Kakumei, pour l'instant, ce chapitre-là est un sans faute. Et en plus, lors des messages de la fin, ils ont été transparents. Ils nous ont expliqué pourquoi ils ont pris du retard. En fait, c'était Poisson Labo qui s'était blessé. Tu sens vraiment que les auteurs prennent le temps de communiquer avec toute la communauté du pourquoi ça se passe comme ça. Donc, ils sont vraiment transparents. Et nous, ça nous fait super plaisir. Moi, en tout cas, j'aime bien avoir cette petite attention de leur part. Et en plus, à chaque fois que je fais un live, ils sont là. Donc tu sens qu'ils nous chouchoutent. On a vraiment le meilleur poulet qui soit. Et même au-delà du plat, du goût de ce qu'ils nous donnent, tu as tout ce qu'il y a derrière, cet aspect où voilà, il faut que la table soit nickel, il faut que le décor soit nickel. Tout ce qui tourne autour de Dragon Ball Kakumei est vraiment exceptionnel aussi. Il t'annonce comment ce sera, ça sortira à telle date, tu as ce côté professionnalisme, et en plus quand ça va pas, il continue à communiquer. Donc on sent vraiment que Dragon Ball Kakumei, du moins l'équipe, est très investie dans le projet et qu'ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent, et ça se ressent vraiment au niveau non seulement du manga, du fan manga, et en plus au niveau de la communication. Voilà, donc moi j'ai rien à dire. Chapitre exceptionnel, ça fait super du bien. J'ai surkiffé. J'ai rien à dire d'autre. Hein. Pour l'instant, je dirais que c'était un sans faute. Pour ce retour, ce chapitre 20, là j'ai rien à dire. C'était magnifique. Donc voilà, j'attends de voir la suite avec impatience, tout simplement. Et puis voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.